Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être venus pour cette réunion publique pour la liste Bourg-la-Reine au cœur malgré ce temps peu favorable. Donc on va bientôt commencer la réunion. Donc, je vais laisser la parole à Cécile. Alors bonjour à tous, du coup je suis Cécile Andrieux. Je vais vous expliquer un petit peu mon projet. Je vous remercie déjà d'être venus effectivement, nombreux, pour vous expliquer un petit peu notre équipe, pourquoi on est parti sur cette campagne des municipales de mars 2026 et nous vous montrer notre état d'esprit, notre équipe et notre programme pour la ville. Alors, donc aujourd'hui nous sommes dans cette salle de l'École de la République. On a souhaité vous présenter en sommaire, pour commencer, nos constats et nos solutions. Je vais me présenter ensuite mon parcours personnel. Je vais présenter également bien sûr mon équipe, qui est vraiment géniale. Il faut savoir qu'à Bourg-la-Reine, on a un état d'esprit vraiment très humain, très solidaire. C'est une petite ville et on retrouve ce côté un peu de ville provinciale qu'on a vraiment envie de préserver. Ensuite, on vous présentera au niveau du programme nos propositions phares et on vous expliquera comment nous contacter pendant le temps de la campagne et si vous avez des questions à nous poser par ailleurs. Et ensuite, après cette présentation qui va durer à peu près 30 minutes, il y aura un temps d'échange et de questions-réponses avec vous. Alors, nos constats et nos solutions. Alors, il faut savoir que déjà en 2022, je me suis opposée au projet de fusion avec la ville de Sceaux. Comme je vous le disais, on a envie de rester dans notre ville, dans ce petit côté village. Et donc j'ai fait ce choix-là de me démarquer de l'équipe municipale dans laquelle j'appartenais. Ensuite, il y a eu un deuxième point qui a été le point où je me suis désolidarisée de l'équipe municipale, c'était sur les finances. On a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes en 2024 qui a révélé plusieurs points problématiques sur la gestion financière de la ville. Donc je reviendrai sur ce point-là un peu plus tard. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin, dans le contexte national actuel, de pouvoir redresser nos finances. On sait qu'on doit réduire nos dépenses, faire attention, et ça c'est vraiment essentiel. C'est le premier point qu'il va falloir résorber, résoudre, pour ensuite voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose pour la ville, et comment on se recentre, sachant que notre idée à nous, c'est de recentrer nos moyens sur les habitants, et non pas sur des projets de densification, de construction. Alors, on a remarqué également qu'on a une tranquillité publique qui n'est pas assurée. Dans la tranquillité publique, il y a deux axes. Il y a l'aspect sécurité tel qu'on le conçoit dans un premier plan, mais il y a aussi tout ce qui est propreté sur la ville. On a constaté que dans de nombreux quartiers, en périphérie, il y avait des problèmes de salubrité publique, de propreté. Et on veut repartir sur une politique qui soit plus dans la prévention, dans l'anticipation, et éviter en fait de prendre des décisions dans l'urgence. Pour vous donner un exemple concret, il y a environ 2 ans, au niveau de la vie claire, il y a un feu rouge et quand on appuie sur le bouton, il ne fonctionnait pas. Ça a été très longtemps le cas et puis malheureusement il a fallu attendre qu'une personne âgée traverse et se fasse renverser et perde la vie. Donc pour ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de problématique. On doit anticiper et faire de la prévention, être à l'écoute des habitants et résoudre tous nos petits problèmes quotidiens, en fait, tout ce qu'on constate, et on doit être sur le terrain au maximum. Ensuite, ça revient un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire que les habitants ne sont pas la priorité du maire sortant. On a fait des énormes projets, on fait la place Condorcet, mais je constate que de l'autre côté, dans les écoles, les enfants n'ont pas des conditions de travail optimum, les enseignants non plus. Donc on se retrouve avec des problèmes pendant les canicules. Les enfants n'ont pas de climatisation ou de ventilation dans les salles de classe. Pendant l'hiver, on a des problèmes de chauffage.
Il y a des problèmes de salubrité, notamment dans certains gymnases, mais aussi dans des écoles. Et ça, c'est absolument pas acceptable pour moi. On doit déjà répondre aux besoins quotidiens des habitants avant de faire de grands projets pour la ville. Donc, effectivement, avec nous, les mesurettes seront remplacées par une politique d'ensemble. Il faut qu'on arrive à avoir quelque chose de cohérent. Il faut qu'on puisse faire en sorte que, dans notre quotidien, dans toutes nos démarches, on puisse avoir vraiment quelque chose de cohérent et d'harmonieux. Alors, je vais du coup maintenant me présenter mon parcours personnel. Alors, ben voilà ma petite photo. Alors c'est toujours difficile de se voir, hein, j'ai beaucoup de mal en ce moment et je fais des efforts, je le prends sur moi. Alors, je suis avocate de profession. Il faut savoir que je suis avocate par choix, par vocation, par envie. C'est vraiment un métier qui me plaît énormément. Je suis avocate en droit des affaires et en droit immobilier. Quand j'ai commencé, j'étais en fac de droit, j'étais un peu comme tout le monde. J'ai voulu défendre la veuve et l'orphelin. Et finalement, aujourd'hui, je fais du droit des affaires et du droit immobilier, mais ça me permet d'avoir vraiment une appréhension des choses au niveau des commerçants, parce que du coup, ma clientèle, c'est des PME, des commerçants. Et puis, en droit immobilier, je fais des expertises judiciaires sur les chantiers. Et donc, quand je vois beaucoup de choses sur la ville, sur la façon de gérer, je me dis qu'on perd beaucoup, parce qu'on devrait pouvoir mettre en œuvre des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, pour pouvoir économiser, parce que quand on économise, on arrive à faire d'autres choses pour les gens. Alors, je suis conseillère municipale depuis 2020. J'ai été recrutée, j'ai pas de parcours politique à la base, juste la volonté de faire quelque chose pour ma ville. Et j'avais cette volonté-là parce que je suis Régina Burgienne depuis 25 ans. J'ai débarqué de ma province il y a 25 ans, j'ai terminé mes études de droit ici, à la fac de Sceaux. Et puis j'ai passé en parallèle en fait un diplôme d'audit financier et comptable, d'où vous comprendrez mon petit côté sur le rapport de la Chambre régionale des comptes et ma petite accentuation sur le problème des finances, puisqu'effectivement, moi ça me parle et je vois beaucoup de choses qui ne me conviennent pas. Je suis présidente de l'association M4 à Bourg-la-Reine. Donc cette association a été créée en 2018. L'objectif c'est de faire venir le métro 4 à Bourg-la-Reine. Moi je travaille sur Montrouge. Et quand le métro est arrivé sur Montrouge, puis Bagneux, je me suis dit, mais on n'est à pas grand-chose, on peut venir sur Bourg-la-Reine. Donc, on est parti sur ce projet-là, on a lancé l'association en 2018, et aujourd'hui, je dois reconnaître qu'on est très fiers de l'action qu'on a portée, puisque en 2023, les maires des communes alentours ont créé eux-mêmes une association qui reprend ce projet, et aujourd'hui, on a des études de faisabilité qui ont été financées par la région Île-de-France. Et ces études iraient même maintenant, non pas jusqu'à Bourg-la-Reine uniquement, mais on a le maire de Châtenay qui est très porteur de ce projet-là et qui est aujourd'hui le président du territoire Vallée Sud Grand Paris, qui porte ce projet avec une grande motivation. Et l'idée, c'est de le faire aller jusqu'au tramway T10 à Châtenay-Malabry pour faire une interconnexion. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour notre ville, puisqu'on aurait une alternance, une alternative sur nos modes de déplacement pour aller sur Paris ou en banlieue. Et ensuite, je suis mariée et je suis maman de 2 enfants, un qui est en primaire et une fille qui est au lycée. Donc du coup, je suis vraiment dans le bain quotidien et dans les difficultés au niveau scolaire. C'est pour ça que l'école me tient à cœur. Moi, j'ai pas oublié, j'ai grandi dans les années 80. On avait des enseignants merveilleux qui étaient motivés, respectés, qui nous ont appris des valeurs républicaines, qui nous ont appris le principe de liberté, d'égalité, de fraternité. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je porte. Et c'est là-dessus, vraiment, c'est un petit peu ma marque de fabrique. C'est pour ça qu'une fois que vous comprenez ça, vous comprenez ma façon de penser sur le reste. Pour moi, l'égalité, c'est pas juste un vain mot. C'est pour ça que quand je parle de propreté dans tous les quartiers, oui, c'est important, pour justement avoir cette égalité de traitement. Quand je parle de liberté, oui, c'est important d'avoir une liberté, notamment une liberté d'expression. Et quand on parle de fraternité, il faut qu'on ait une vraie solidarité entre nous, qu'on puisse s'entraider. Et j'aurai une petite anecdote à vous expliquer tout à l'heure et vous comprendrez un peu mieux. Alors, là, vous avez une présentation de l'équipe. Donc on est tous en photo, tous différents, tous avec des personnalités différentes. On a une équipe qui est vraiment assez incroyable parce qu'on a des talents. On est des talents et j'ai été très étonnée de voir que chez les jeunes,
Il y a vraiment des jeunes très motivés aujourd'hui, très compétents. J'ai été quand même très admirative de leur implication et de leurs idées. C'est vraiment incroyable. On a des jeunes, je crois, Florian, 23 ans? Non, 26. 26. On raté, mais c'est pareil, il y a quelques années près. Bon voilà, mais je crois que c'est plus jeune. Non, c'est plus jeune. Personne ne bat 26 ans. Bon, non, je devais arrêter de déconner. Alors voilà, donc on a vraiment des gens avec des profils très différents. Là, je regarde un petit peu. On a des gens, alors dans la finance, c'est un petit peu mon premier coup de cœur, en tout cas révélateur. On a des gens qui sont dans le social, dans le culturel, on a des gens qui sont médecins, on a des gens qui sont dans la mobilité, enfin on a vraiment, il y a des profils, il y a des ingénieurs, c'est très varié. Il y a Fernande qui est notre cuisinière et que vous testerez tout à l'heure, c'était son métier, qui est vraiment incroyable et tout est fait maison. Voilà, donc on a vraiment une diversité d'âge, de compétences et vraiment un très très bon état d'esprit. Alors, au niveau de l'équipe, je vais vous détailler et vous présenter. Voilà, on va commencer par Nathalie, qui a horreur de se voir en vidéo. Attendez, juste par contre, je ne sais pas, est-ce que si j'appuie là, Alex, on est d'accord, ça va lancer la vidéo? L'audio n'est pas connecté, vas-y. Ah, bon, on va tester. Je vais voir. Ah bah non. Ah bah voilà. Donc on a un deuxième, c'est Luc Grasset du coup, qui est le côté, on va dire, un peu plus sécurité, puisque bah, dans les profils, je vous disais, c'est varié, et il est gendarme à la retraite. Et là, on a Anne-Marie Chanal, voilà, j'adore cette petite tête. Alors c'est des vidéos à la base, hein, donc du coup c'est pour ça que les photos sont un peu bizarres. Anne-Marie, c'est mon coup de cœur et c'est mon anecdote que je voulais vous raconter, puisque Anne-Marie, quand on a préparé la campagne, il y a quelques temps, je lui ai expliqué une histoire. Et je lui ai dit, moi, en 2023, une femme atteinte d'un cancer du sein a été expulsée au quartier des Bas-Cocards. Les gens du quartier m'ont appelé en me disant, Cécile, il faut que tu trouves une solution, il faut que tu l'aides. Elle est toute seule avec son fils mineur, il faut que tu trouves une solution pour la reloger, etc. J'ai été voir l'équipe municipale, j'ai été voir le maire sortant, et je lui ai expliqué la situation. J'ai justifié avec des documents, des dossiers médicaux, enfin vraiment toute sa situation. Elle n'avait pas de problème de finances, elle travaillait par ailleurs, c'était juste qu'elle avait été opérée de son cancer, qu'elle n'avait pas pu assurer son échéancier, et qu'elle n'avait pas répondu à ses courriers, parce que dans ces situations-là, et pour ceux qui l'ont connu peut-être, on est en dépression, on n'ouvre plus ses courriers. Et quand j'ai été voir le maire sortant, il n'a rien fait. Donc on s'est retrouvés à avoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une vraie fraternité, une vraie solidarité à Bourg-la-Reine, puisque ce sont des habitants qui l'ont hébergée, le temps qu'elle se retrouve un logement dans le privé. Et quand je raconte ça à Anne-Marie, elle me répond, oui, je sais, je l'ai hébergée pendant plus d'un mois. Et là, je me suis dit, waouh, voilà, je suis vraiment fière d'elle, fière de cette équipe, parce que voilà, ça me correspond et c'est vraiment ça. En dehors de la gestion de la ville, en fait, c'est ce côté humain qu'on a besoin de retrouver. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans cette équipe, c'est qu'on on partage ces valeurs-là. Alors, sur le programme, pour partir sur des choses un peu plus concrètes, objectives, complexes, oui, tout ce que vous voulez. Alors, on a 3 grandes priorités. Les finances, je vous le disais, la famille, et tout ce qui touche à l'humain, bien sûr, et puis la tranquillité publique. Alors, le premier point, je vous ai dit, on a un rapport de la Chambre régionale des comptes. Ce rapport-là, qui date de 2024, met en évidence plusieurs points. Le premier, c'est qu'on dépense plus qu'on ne rentre d'argent dans les caisses. Pour moi, ce n'est pas possible. Le deuxième point, c'est qu'on a abîmé notre épargne, on a pioché, on a fait tellement des gros projets comme la place Condorcet à 4 ou 5 millions d'euros, le nouveau quartier de l'école Fayencerie qui coûte 35 millions d'euros. Et là, je dirais mon point de différenciation avec l'équipe municipale actuelle, parce qu'on nous dit à chaque fois, mais on a des subventions incroyables. Mais les subventions incroyables, qu'elles viennent du territoire, du département, peu importe, c'est de l'argent public. Donc,
ça vient d'une poche différente, mais c'est notre argent. Et ça, c'est vraiment ma différence avec l'équipe en place, c'est que moi, je ne fais pas d'énormes projets pour juste dire qu'il faut faire d'énormes projets. Il faut que ça soit utile à notre ville et que ça corresponde à nos besoins. Donc, on a fait des projets énormes. Résultat, on a entamé notre épargne, on a vendu notre patrimoine immobilier pour pouvoir financer ces grands projets et on a dégradé notre capacité d'autofinancement. Donc ça, c'est le deuxième point. On a abîmé notre épargne et on a une capacité d'autofinancement dégradée. Le troisième, il tient au fait qu'on s'est endetté. Et on s'est endetté de telle sorte qu'en début de mandat, on avait 7 années pour pouvoir se désendetter avec notre propre épargne. Ça se compte en termes d'années. Donc on était à 7 années. Aujourd'hui, on est passé à plus de 13 années de capacité de désendettement. Et 13 années, pour comprendre un petit peu, pour vous situer, à partir de 12, on est dans une zone d'inquiétude. À partir de 15, on est en alerte rouge et c'est un des critères pour être mis sous tutelle. Donc on va dans une pente qui n'est pas bonne pour notre ville. Et il va falloir redresser la barre. Redresser la barre, ça veut dire réduire les dépenses. Et l'avantage de réduire les dépenses, c'est qu'on pourra ensuite prévoir une réduction de la taxe foncière. Et notre objectif, c'est de la baisser de 10%. Elle a été augmentée, il faut le savoir, de 37% environ pendant ce mandat. Donc on va faire en sorte de réduire nos dépenses et de réduire cette taxe foncière de 10%. C'est important parce que il faut voir que des fois il y a des personnes qui sont propriétaires de leur maison mais qui sont toutes seules, isolées et qui ont juste leur petite retraite. Et il y a un deuxième aspect aussi, il y a des jeunes couples qui s'installent, qui achètent leur première maison, qui ont des enfants, qui payent une nounou, qui payent le remboursement de l'emprunt, et quand vous leur augmentez leur taxe foncière, ben c'est du pouvoir d'achat en moins concrètement. Et il y a vraiment besoin de pouvoir, pour moi, repartir sur des choses plutôt très basiques sur la gestion financière et réduire notre train de vie. Alors, là, je vous disais sur l'aspect famille, une des mesures qu'on a estimées importantes, c'était le nombre de places en crèche publique qu'on doit augmenter. Il faut savoir qu'on avait une crèche sur Général Leclerc qui a été fermée suite au projet du quartier faïencerie. Et cette crèche a été fermée et on avait prévu une crèche relais. Une crèche relais qui devait se situer à côté du nouveau KL, rue des Rosiers. Cette crèche-là, malheureusement, le maire sortant a abandonné le projet sans en parler à son équipe et il a décidé tout seul de faire un petit parc. Alors, à mon sens, ce problème d'absence de concertation n'est pas possible. Il faut qu'on arrive à discuter de tous les projets qui sont impactants pour les réginaburgiens. On ne peut pas être seul à décider. Il faut qu'on décide en équipe, et je dirais même plus, il faut qu'on décide aussi avec les idées de l'opposition. Et quand il y a des projets qui sont d'autant plus importants sur le quotidien des réginaburgiens, et je pense notamment par exemple au projet de bowling près de la gare qui est en train d'être monté, pour moi il faut interroger la population pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire sur notre ville. Et ensuite, une des mesures pour assurer la tranquillité publique, c'est la police municipale jusqu'au dernier RER. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une police municipale qui est très bien, mais qui fait des horaires de bureau. Le soir, quand on rentre du RER, qu'on a été faire une sortie au théâtre, que nos filles, nos jeunes filles sortent, etc., et rentrent, ben, on a besoin de se sentir en sécurité. Et d'avoir une police municipale de proximité qui soit présente à nos côtés, qui soit présente près de la gare, le soir, etc., ça va nous permettre d'assurer cette tranquillité, cette sécurité publique. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal en tout cas qui me parle pas. On nous dit qu'on a enlevé des bancs parce qu'il y a des jeunes le soir qui font le bazar, etc. Pour moi, ce n'est pas normal. On ne doit pas enlever des bancs, ce qui empêche les personnes handicapées et les plus âgées de pouvoir s'asseoir. Quand on a été tracté et qu'on a été dans tous les quartiers, vraiment les personnes âgées nous ont dit « remettez des bancs, on en a besoin ». Et oui, elles ont raison. Et aujourd'hui, quand j'entends dire qu'on doit retirer des bancs parce qu'il y a quelques jeunes qui font le bazar le soir, pour moi c'est insupportable, c'est pas normal. On doit apprendre à se respecter, à vivre ensemble. S'il y a des jeunes qui font le bazar, ben, la police municipale intervient le soir.
leur explique gentiment, et puis les fait déguerpir si besoin. C'est tout. On n'a pas à subir, en fait, quelques-uns qui vont faire le bazar et avoir, nous, au quotidien, des gênes pour se déplacer. Alors, là, on part sur tout ce qui est cadre de vie, mobilité et solidarité. Alors, dans le cadre de vie et sur nos déplacements, aujourd'hui, on a une politique qui nous enferme un petit peu sur notre ville. Le choix qui a été fait manifestement, c'est de réduire des places de stationnement. Il y a eu des suppressions aussi de places handicapées. Et aujourd'hui, on a un stationnement qui est payant et qui est un petit peu sans pitié. Sans pitié parce qu'il est exploité par une boîte privée qui fait que ça circule en véhicule radar. Et en fait, il n'y a aucune tolérance. Et cette absence de tolérance, moi, elle me pèse déjà dans les relations. Mais alors, quand il s'agit de voitures, parce qu'on a dépassé de 5 minutes, moi, je me suis même fait verbaliser. J'étais en train de mettre mon stationnement dans ma voiture pour aller déjeuner. Et le temps de le mettre sur l'application, je me suis fait verbaliser. Donc, ils me l'ont supprimé, mais il a fallu que je fasse une réclamation. Et cette espèce d'agressivité dans la verbalisation, je trouve qu'on a autre chose à faire. Moi, je voudrais qu'on arrive à un stationnement résidentiel, c'est-à-dire que les véhicules en provenance des autres villes payent quand elles viennent. Par contre, que nous, on ne soit pas obligés de payer, qu'on puisse continuer à se garer dans nos quartiers. Après, il y a la difficulté qui reste, c'est sur le stationnement au niveau du centre-ville, où là, il faut avoir une dynamique quand même sur la rotation des places, puisqu'effectivement, il y a des véhicules tampons qui restent là très longtemps, mais ça, il y a des solutions pour ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ne pas se retrouver à pouvoir rester plus de 2 heures au centre-ville, et donc ne pas avoir le temps de déjeuner, ça m'est arrivé, où moi je veux bien payer, sauf qu'on me limite à 2 heures, et donc je me retrouve à ne pas faire de restaurant, et aller manger ailleurs que sur ma ville. Ça ne me convient pas. Et il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu pour qu'on puisse accéder à notre centre-ville et pouvoir faire vivre les commerçants locaux. Il faut savoir qu'on avait des entreprises, des sièges sociaux sur Bourg-la-Reine, ils sont récemment partis. On a Bellambra qui est en train de partir pour aller s'installer sur Montrouge. Ça veut dire que les commerçants, nos commerces locaux, sont inquiets puisque ça leur fait beaucoup de clients en moins le midi. Et ça, c'est une difficulté qu'il va falloir affronter, il va falloir récupérer des entreprises et dynamiser notre commerce au centre-ville. Je vous l'ai expliqué, moi je suis avocate en droit des affaires, donc pour les commerçants et les PME, et c'est vraiment très très important d'avoir ce tissu commercial en ville. Moi j'ai envie de rester dans cette petite bulle où je peux continuer à aller faire mes achats au centre-ville et avoir du coup une diversité de commerce. Des fois je pars un petit peu sur d'autres sujets, mais voilà, n'hésitez pas. Puis après vous pourrez me poser des questions. Alors, tout à l'heure, je parlais justement de l'installation et de la réinstallation de bancs et de sièges à travers la ville pour permettre la convivialité. Alors, effectivement, c'est pour les personnes âgées, handicapées, mais pas que. Ça permet, on voit bien au centre-ville, sur la place Condorcet, avant, il y a beaucoup de gens qui se réunissaient, qui papotaient, qui s'installent autour des bancs. Et on a besoin vraiment d'avoir ce petit côté-là. Donc, il faut qu'on puisse réinstaller des endroits de convivialité. Alors, bien sûr, le prolongement du métro 4 à Bourg-la-Reine, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça c'est quelque chose de vraiment très important pour notre ville, qui va permettre de lui assurer aussi un développement continu et puis des facilités pour nous, réginaburgiens, au quotidien. Alors, il y a un thème qui nous tient à cœur, c'est que vous verrez sur notre programme, on développe constamment des événements intergénérationnels. On y tient énormément. Ça se décline tant dans les activités, mais aussi dans tout ce qui est logement. Nous, on a prévu, par exemple, par rapport aux constructions qui vont être faites, si on a besoin de faire du logement et d'assurer une diversité, on veut qu'elle se fasse entre les jeunes et les moins jeunes. On trouve ça très important, justement, de pouvoir apprendre à se respecter, à se tolérer et à s'apporter mutuellement des choses. Alors là, on arrive sur le côté urbanisme, commerce et culture. Alors, sur Bourg-la-Reine, il y a eu beaucoup de constructions et on a l'impression que les projets poussent et sont faits de manière individuelle, chacun comme il a envie, mais sans cohérence. Moi, je trouve qu'on a besoin d'harmonie dans une ville,
J'ai envie que quand on rentre à Bourg-la-Reine, on sache qu'on est à Bourg-la-Reine. Quand vous allez au Plessis, il y a une vraie harmonie architecturale. Il y a vraiment quelque chose de beau, de cohérent et d'harmonieux. Pour moi, on a besoin de créer vraiment une identité de notre ville. Et il va falloir effectivement prévoir la mise en place d'une instance qui pourra aider à voir qu'est-ce qu'on attend de cette ville et qu'est-ce qu'on veut y mettre, quels sont les projets immobiliers qu'on veut s'y voir développer. Alors, un des points importants, ça va être la rénovation complète du marché de Bourg-la-Reine, et sans le fermer. Le marché de Bourg-la-Reine, on a des commerçants géniaux, de qualité, on a tout pour plaire, sauf cette espèce de structure un peu sombre, un peu insalubre, avec des problèmes de propreté, et on a besoin de le rénover. Ça fait longtemps, on a reçu une subvention de 2 millions d'euros du département, il y a peut-être maintenant à peu près 3 ans. Elle n'a malheureusement pas été utilisée, elle a été fléchée sur le projet, le nouveau quartier de faïencerie. Il faut maintenant qu'on arrive à rénover ce marché, et qu'on le fasse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire ne surtout pas le fermer. Désolé, des fois il y a des petits sursauts de son. Il faut qu'on arrive à le rénover, mais sans le fermer intégralement, puisque les commerçants du marché nous disent clairement que ça serait la mort du marché. Il faut qu'on le fasse par phase, par tranche. Et sur la partie culture, donc on souhaiterait ouvrir des lieux emblématiques de la ville, je pense notamment à la Villa Saint-Cyr, et faire des petits parcours ponctués de spectacles, d'animation artistique et de découverte de l'histoire locale. On a vraiment envie, on a ce petit côté, on va dire un petit peu historique et très attaché à la ville de Bourg-la-Reine. On a envie de le développer et de le développer pour tous les âges. Alors, maintenant on va passer au temps d'échange, de questions-réponses. Je voulais juste vous rappeler ou vous informer, pour ceux qui n'ont pas encore vu sur les tracts, mais c'est un peu partout, on a retenu 3 valeurs: la sincérité, l'efficience et l'écoute. La sincérité, pour ceux qui me connaissent déjà, j'essaye vraiment tout le temps d'être sincère dans ce que je fais. Parce que je ne supporte pas de faire autrement, c'est ma marque de fabrique. Je trouve que quand on est sincère, on sait ce qui nous attend, on n'a pas de mauvaise surprise, et après on est d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, mais au moins on a été soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je porte et que j'ai envie de mettre partout et de rester fidèle à mes valeurs. Ensuite, on a l'efficience. L'efficience, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gâchis, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des finances, mais il n'y a pas que cet aspect-là de gâchis. Il y a aussi le gâchis de on fait quelque chose, et vu qu'on n'a pas concerté suffisamment avant, les gens râlent, signent des pétitions, et on se retrouve à refaire ce qu'on avait fait. Les agents passent du temps, ça nous coûte de l'argent, et on perd beaucoup en efficacité. Il faut qu'on arrive à faire des projets où on se concerte, où on se coordonne. Il est pour moi inacceptable de voir des travaux dans une partie de la rue, et puis 6 mois, 1 an plus tard, on repart encore sur des travaux. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours en travaux à Bourg-la-Reine, et il y a un moment, je me dis, stop, il faut qu'on arrive à se coordonner et à planifier nos travaux. Le rapport de la Chambre régionale des comptes le dit, il n'y a pas de planification, ce qui crée des désordres et des problèmes de rentabilité quelque part. Et ça, on a besoin d'être cohérent, d'être structuré et d'être coordonné. Enfin, c'est un sujet très important, je vous l'ai dit, on a besoin de concertation, on a besoin d'être à l'écoute des gens aussi pour leurs problèmes du quotidien. Des fois, c'est pas grand-chose, mais on a vraiment besoin on sent que les gens ont besoin d'écoute et qu'aujourd'hui, finalement, on se sent jamais écouté. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent nous, de toute façon, on ne fait plus rien à monter à la mairie parce qu'on n'a jamais de réponse. Ça, ce n'est pas normal. C'est inacceptable. Il faut répondre aux gens. Et notre politique, c'est une demande égale une réponse. Il faut qu'on soit là pour la population. Il ne faut pas oublier quelque chose. Pour moi, quand on est élu, on n'est pas au-dessus de la population. On est quasiment en dessous. Parce qu'on a reçu un mandat. On est élu avec un mandat et on doit répondre à ce mandat. Donc, quand on a des projets impactants, je ne dis pas pour les petites choses du quotidien, mais quand on a des projets impactants, on doit être à l'écoute de la population, on doit la sonder et qu'elle puisse nous dire « Ok, je suis d'accord là-dessus » ou « Je ne suis pas d'accord ». Et ça, on oublie de le faire.
Parce qu'on est dans ce côté et on y va, on avance, on fait nos petits projets personnels qu'on a envie de faire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir changer de façon de voir les choses pour diriger une mairie. Alors, là, hop, ça, ah oui, il y a un petit, voilà, le petit logo. Et alors là, donc, on va passer au temps des questions. Là, on vous a remis du coup les QR codes parce qu'il y a le Facebook pour ceux qui nous suivent déjà, et sinon n'hésitez pas à le faire. On diffuse beaucoup d'informations et on essaye vraiment d'être objectif et de faire ça avec juste de la bonne humeur. Il y a le Instagram aussi qui est là et qui diffuse le même, voilà, qui cible un public un peu plus différent puisque c'est pour les, on va dire, un peu plus jeunes. Vous avez en haut à droite le site de notre liste, donc cécile2026.fr, et puis en dessous notre adresse email. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Là, je suis là, donc pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à poser des questions là dans le public pendant ce petit temps d'échange questions-réponses. Et puis éventuellement après, parce que je sais qu'il y en a toujours qui n'osent pas forcément s'exprimer en public directement, donc n'hésitez pas à venir nous voir ensuite et à pouvoir échanger avec nous. Là, je vais vous présenter, on va venir avec l'équipe, on va se mettre debout, et puis on va passer ensuite aux questions-réponses, et en fonction de vos questions, je passerai la parole à l'un ou à l'autre. Ils sont sages. Alors, Florian, ouais. Est-ce que du coup, vous avez des questions? Et qui veut... Alors, Jean-Noël, c'est une tradition, il pose toujours la question en premier. Donc on va respecter la tradition. Voilà. Je n'ai pas qu'une question, j'en ai plusieurs, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Ça fait 65 ans que je vis à Bollaren où je suis né, donc inutile de dire que je suis extrêmement attaché, de même qu'à cette majorité qui nous gouverne. Par contre, bon, je vis seul, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de voiture, et dans tout ce que vous avez exposé, il y a certaines choses que j'apprends un petit peu, mais qui m'échappent quand même. J'ai une sœur qui habite à l'ancienne maison de famille à Bout-de-la de Tassigny, parallèle à l'Arc Charpentier, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, on n'est pas très content de la politique de parking de la ville, parce que notre rue est la dernière non payante avant le reste, et donc on en fait un petit peu les frais en tant que résident de la rue. Concernant l'endettement, je sais par M. Donat et par d'autres qu'il serait de 28 millions, ce qui, selon lui, n'est pas si énorme que ça pour une commune comme Bollaren. Mais est-ce que zéro, ce ne serait pas nettement mieux? Je sais aussi que M. Donat est très partisan de la prolongation de la ligne 4 jusqu'à Bollaren et jusqu'à Châtenay-Malabry. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et une dernière question qui me triture beaucoup, j'ose dire, c'est une question purement politique, c'est que j'ai vu la multiplicité des listes de sensibilité apparemment communes qui se présentent, et quel sera, on n'y est pas encore, mais ça va approcher, quel sera le second tour, parce qu'une hantise que j'ai, ce serait de voir l'opposition municipale surfer là-dessus pour remporter la mairie, voilà. Comme ça s'est produit à Antony, qui a basculé communiste en 1977 à cause de la division des autres, voilà. Alors, sur le stationnement, la première question, oui, effectivement, ça pose problème. Nous, on est impacté pareil, parce que moi, je fais partie d'un quartier qui n'est pas encore en stationnement payant. Et oui, on est impacté, on a beaucoup plus de véhicules qui viennent. Après, comme vous aurez pu le comprendre, le stationnement résidentiel gratuit en zone verte pour les régionalurgiens va permettre d'éviter du coup ce problème. Et en fait, on va empêcher les gens des villes alentours de pouvoir se garer, en tout cas chez nous, enfin, ou en tout cas d'une façon différente. Et on verra sur le centre-ville pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, faire en sorte que ça tourne. Mais oui, il y a ce problème-là qui aujourd'hui, tant que ça ne passe pas en résidentiel partout, c'est problématique. Et oui, effectivement, il y a des véhicules qui viennent se garer de plus en plus loin et qui reculent. Donc ça, je compatis, mais c'est vrai qu'il faut peut-être justement passer sur un stationnement différent là-dessus. Après, la deuxième question. Au sujet de l'endettement, entre autres.
Alors il y avait l'endettement, peut-être que Lilian peut répondre. Je vais répondre à votre question sur l'endettement. Il y a que sur la prolongation du métro vers... Alors, au niveau de l'endettement à Bourg-la-Reine, Châtenay. on n'est plus sur un chiffre de 28 millions, on est davantage sur 32 millions aujourd'hui. Sachant que, alors, on est sur... Une commune en Bretagne qui s'appelle Fougères, qui a aussi 21 000 habitants, qui est une commune beaucoup plus modeste, qui fait des projets beaucoup plus modestes. Et cette commune a seulement 17 millions d'endettement. Donc pour le coup, c'est vraiment des choix politiques qu'on décide de faire. Alors on peut décider de refaire la place Condorcet pour 5 millions d'euros, c'est sûr, mais ça sera au détriment de services publics du quotidien, comme les places en crèche, comme les questions de sécurité, comme vraiment ces services publics dont on a besoin tous les jours. Donc l'endettement de la ville de Bourg-la-Reine est au-dessus de la moyenne nationale et également au-dessus de la normale. Et la ligne 4 et la prolongation. La présidente. La ligne 4 c'était Eh bien, si elle doit bien être prolongée jusqu'à Bourg-la-Reine et à Châtenay, comme le souhaite aussi M. Donat. Oui, de confirmer le trajet. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors il y a des études de faisabilité qui sont en train d'être faites. Donc là-dessus, on va dire il faut laisser la RATP et Île-de-France Mobilité voir quelle est la meilleure prolongation possible. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour que le trajet passe par Bourg-la-Reine et ensuite aille remplacer le tronçon qui est actuellement du RER B entre Bourg-la-Reine et Robinson, le remplacer par le métro et ensuite faire la prolongation jusqu'à Châtenay-Malabry avec le tramway T10. Donc tout le monde est d'accord sur ce projet-là. Et concernant la multiplicité des listes pour le résultat du second tour, excusez-moi, mais ça me préoccupe aussi. Oui, ben, je comprends. Après, moi, je me suis déclarée, je me suis désolidarisée et j'ai déclaré très tôt que je partais pour créer une liste et quelque chose de nouveau, on va dire, sur Bourg-la-Reine, avec une optique et une vision différente des choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un de fermé, pas du tout. Donc maintenant, les autres listes ont fait des choix différents, donc on fait avec la situation. Et donc, quelle est votre expérience en tant que conseiller municipal et pourquoi vous présentez-vous maintenant séparément de la liste du maire? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, je me présente séparément. Ça a été la première, on va dire, séparation a été sur le projet de fusion avec la ville de Sceaux en 2022. Je suis restée ensuite dans l'équipe en me disant on n'est pas d'accord sur ce projet-là, mais on continue sur le reste. Et ça a été la révélation et la découverte du rapport de la Chambre régionale des comptes, qui date de 2024 et qu'on a découvert, pas tout de suite, mais voilà, en tout cas qui date de 2024. Et quand on l'a découvert, là, je me suis désolidarisée parce que je ne suis absolument pas d'accord avec cette façon de gérer la ville. Voilà. Oui, moi j'ai des questions sur la gestion des écoles, des bâtiments des écoles notamment. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais quel est votre programme, votre stratégie sur les bâtiments actuels des écoles qui sont parfois à vétustes? Voilà, certaines écoles élémentaires et maternelles datent d'il y a plusieurs années. Et quel sera votre programme dans la matière? Alors, le programme, il n'est pas figé à aujourd'hui. Je sais que j'ai demandé pas mal de personnes, parents d'élèves, à savoir un petit peu et me renseigner sur ce qui se passait dans un peu chaque école. Donc je sais que par exemple à Pierre-Loti, ils ont pas mal de petits soucis, je dirais, de gestion courante de, par exemple, une fenêtre qui s'ouvre là depuis un an, par exemple, ou je sais aussi que la cour est très enclavée, qu'il n'y a pas trop d'arbres et d'ombre pour les enfants, etc. Donc il faut qu'on arrive en fait à la mairie et qu'on fasse un audit de tout ce qu'il y a à faire dans chaque école. Et ensuite, on ne peut pas vous promettre de tout faire tout de suite, mais en tout cas, on planifiera à ce qui est le plus urgent dans chaque école et on fera un plan sur le temps qu'il faut parce que j'ai monsieur le finance là qui va me dire que j'ai pas forcément beaucoup de sous. Donc voilà, donc moi en tout cas je serai attachée à ce que
tout fonctionne correctement. Et ce que je voudrais, c'est vraiment qu'il y ait une communication facile entre la mairie et les parents d'élèves pour qu'on ait toutes les informations nécessaires et qu'on réponde aux besoins les plus urgents dans un premier temps, et puis qu'on planifie ce qu'il y a planifié pour assurer un meilleur accueil aux enfants, aux parents et aux professeurs pour le reste. Donc en fait, il faut qu'on fasse pour moi un audit de tout, de toute la partie, de toutes les écoles, les gymnases qui vont avec les écoles, etc. Voilà, date il y a plusieurs années. Et quel sera votre programme dans la matière? Alors, le programme, il n'est pas figé à aujourd'hui. Je sais que j'ai demandé pas mal de personnes, parents d'élèves, à savoir un petit peu et me renseigner sur ce qui se passait dans un peu chaque école. Donc je sais que, par exemple, à Pierre-Loti, ils ont pas mal de petits soucis, je dirais, de gestion courant de, par exemple, une fenêtre qui s'ouvre plat depuis un an, par exemple, ou je sais aussi que la cour est très enclavée, qu'il n'y a pas trop d'arbres et d'ombre pour les enfants, etc. Donc il faut qu'on arrive en fait à la mairie et qu'on fasse un audit de tout ce qu'il y a à faire dans chaque école. Et ensuite, on ne peut pas vous promettre de tout faire tout de suite, mais en tout cas, on planifiera à ce qui est le plus urgent dans chaque école, et on fera un plan sur le temps qu'il faut, parce que j'ai monsieur le finance là qui va me dire que j'ai pas forcément beaucoup de sous. Voilà, donc moi en tout cas je serai attachée à ce que tout fonctionne correctement, et ce que je voudrais, c'est vraiment qu'il y ait une communication facile entre la mairie et les parents d'élèves pour qu'on ait toutes les informations nécessaires et qu'on réponde aux besoins les plus urgents dans un premier temps, et puis qu'on planifie ce qu'il y a planifié pour assurer un meilleur accueil aux enfants, aux parents et aux professeurs pour le reste. Donc en fait, il faut qu'on fasse pour moi un audit de tout, de toute la partie, de toutes les écoles, les gymnases qui vont avec les écoles, etc. Et voir. La mairie à l'heure actuelle, je pense les gens de la mairie à l'heure actuelle savent où ça en est, je pense. Nous, on n'a pas l'occasion d'avoir toutes ces informations, donc voilà. Personne de chez vous déjà, et oui, on veut bien vos coordonnées dans ce cas-là. N'hésitez pas à revenir vers nous. C'est intéressant, on irait plus vite. Non, parce qu'en fait, on nous a répondu que la LPA était apolitique, et donc Oui, vous pouvez... tout à fait. Non, mais on est d'accord. Donc en fait, du coup, moi j'ai proposé de rencontrer des gens de la LPA, et on m'a répondu qu'on restait apolitique et que donc on voulait bien me rencontrer, mais de façon personnelle. Voilà ce que j'ai eu comme réponse. On discutera tout à l'heure, mais on va pas monopoliser. Mais Voilà. Non, mais je vous dis, voilà. Mais en tout cas, avec plaisir. N'hésitez pas, on est là pour ça. Oui, donc moi je suis là. Alors moi j'ai une question, je ne suis pas du tout financière. Là en fait vous parlez de la gratuité du stationnement, vous parlez de l'augmentation de la police municipale. Comment vous le financez? Parce qu'en final la place Condorcet elle est déjà construite, enfin c'est déjà budgété. Et j'ai une autre question aussi, c'est par rapport au sport. Parce que là dans le programme j'ai rien vu. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour le sport dans la ville? Alors, sur la question un peu des finances, donc c'est vrai que, en fait, au niveau de la commune, alors il y avait le mot gaspillage qui a été utilisé tout à l'heure sur le PowerPoint. Je vais vous prendre un exemple. La commune de Bourg-la-Reine, elle achète par an pour 14 millions d'achats publics. 14 millions, donc quand on parle d'achats publics, vous avez, ça va du fait d'acheter des stylos, des feuilles pour les personnes qui travaillent à la mairie, c'est l'argent pour la cantine scolaire, etc. etc. C'est l'achat de voitures pour la police municipale, et c'est aussi le recours notamment à des prestations de conseil. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la commune de Bourg-la-Reine dépense 800 000 € par an sur ces 14 millions d'achats publics de prestations de conseil diverses et variées. Par exemple, pour refaire la place Condorcet pour le projet de la faïencerie, il y a eu recours à un cabinet de conseil, ça a coûté 237 000 € à chaque fois. Donc on a toutes ces prestations-là dont on pourrait se séparer, puisque j'ai envie de dire, les meilleurs consultants
qu'on puisse avoir, ce sont les habitants de la ville. On n'a pas besoin d'une prestation de conseil extérieure. Donc déjà, on pourrait économiser cet argent-là. On pourrait aussi faire des économies sur les collaborateurs de cabinet de la ville. Pour vous prendre un exemple, actuellement, le maire de Bourg-la-Reine, ce qui est en plus illégal, dispose de 4 collaborateurs de cabinet. Alors que la loi nous oblige à en avoir 2, puisqu'on est une commune allant de 20 000 à 40 000 habitants. Donc déjà, on pourrait aussi faire des petites économies comme ça. Également, sur la stratégie d'achat, on recourt beaucoup à des centrales d'achat où on paye un markup de 15%. Donc par exemple, si demain vous achetez... alors je ne sais pas si vous avez vu moi j'avais vu ça sur ce complément d'enquête sur France 2, où ça mettait en fait un peu en exergue l'UGAP, qui est l'Union du groupement des achats publics, auquel on recourt les collectivités territoriales. Et en fait, cette centrale d'achat-là, on y a recours quand on n'anticipe pas ses achats. Parce qu'on ne fait pas de mise en concurrence, quand on négocie pas les devis, etc. Donc en fait, c'est ce que fait un peu la ville de Bourg-la-Reine actuellement, c'est qu'on achète dans l'urgence quand on se rend compte qu'on a un besoin. Nous, l'idée justement, c'est d'économiser de l'argent sur ça, pour justement, après avoir d'être institué sur le stationnement résidentiel en zone verte, faire des aménagements dans les classes et vraiment se recentrer sur les services publics de proximité. Donc c'est un peu un travail, un peu je dirais, de fourmi. Il va falloir regarder chaque ligne pour justement réaffecter de l'argent et éviter ce gaspillage qui est très important pour la ville de Bourg-la-Reine. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sur l'autre question, J'espère que c'était pas trop technique et qu'on vous a pas perdu. Il y a, alors, pour la partie sport, voilà. Alors, je passe la parole à Stéphane. Merci. Bonjour, donc moi déjà, pour me présenter, je suis réginaburgien depuis ma naissance. Donc voilà, j'ai l'école de la République a été une de mes premières écoles à Bourg-la-Reine. Et au niveau sport, j'ai fait 32 ans de bénévolat à la SBR. Donc aussi bien en club omnisport qu'au niveau de sections comme le football en grande partie, comment dire, généralement. Le foot féminin, que je suis un des cofondateurs du foot féminin, vous avez peut-être entendu parler à Bourg-la-Reine, où on est quand même une ville comme Bourg-la-Reine, on fait partie des plus grandes villes en termes de licenciés en foot féminin dans l'Île-de-France. Et donc j'ai aussi été un peu dans une section trampoline qui malheureusement a disparu depuis. Donc au niveau du sport, effectivement on n'en a pas parlé, parce qu'on a déjà besoin de faire un audit au niveau du sport, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais le sport était surtout rassemblé à Bourg-la-Reine sous l'entité du club omnisport de l'SBR, et depuis maintenant, on va dire 3 ans, petit à petit les sections sportives sortent du club omnisport. Donc on a besoin de savoir pourquoi et de comprendre ce désengagement, parce que le club omnisport était quand même une référence, quelque chose d'important, parce que ça regroupe tous les sports, ça permettait d'être une famille sportive sur la commune. Sinon au niveau du sport, on a quand même de très bons résultats par rapport à une ville comme Bourg-la-Reine, où pareil, avec 21 000 habitants, on a quand même de grands champions au niveau d'escrime, on a des champions judo, on a même des bons résultats sportifs qu'on n'entend pas trop, parce que c'est au niveau départemental ou régional dans d'autres sections. Mais voilà, la chose aussi qui nous tient à cœur, c'est de voir par rapport aux bâtiments sportifs. On sait, et étant donné que j'étais au club omnisport, on sait qu'il y a des gymnases qui ont eu des gros problèmes d'inondation, de fuite, des problèmes au niveau équipement. Et ça va être une de nos priorités, c'est de pouvoir remettre en état nos installations et ne pas les laisser dans l'état où c'est pour certains de nos gymnases. Et dernier point, toujours au niveau sportif, moi ce qui me tient à cœur, c'est que le sport doit être accessible à tous les réginaburgiens. Et ça c'est important. À l'heure actuelle, il y a des réginaburgiens, malheureusement des familles qui n'ont pas forcément les moyens de payer une cotisation, parce que les cotisations augmentent d'année en année, parce qu'il y a énormément de coûts. Le bénévolat étant une chose qui devient de plus en plus rare, on est obligé de prendre des acteurs qui sont indemnisés, et du coup ça augmente les cotisations. Et là à l'heure actuelle, il faut vraiment que les réginaburgiens puissent faire du sport dans leur commune. Ça c'est une priorité. J'ai un tout petit compliment.
Allez, je vous laisse. Donc, juste un tout petit complément par rapport au sport. Moi, bon, je suis à la SBR Tennis, donc je suis un peu sensibilisée à ce dont on a besoin. Et donc, on a parlé de voir par rapport au stade ce qu'on pouvait faire entre le tennis, le foot, la pétanque et toutes les personnes en fait qui utilisent ce stade pour l'aménager et faire ce que vous souhaiterez qu'on fasse entre les différentes sections. Et juste dire que ça fait partie aussi de notre programme. Ça. Voilà. Oui, je dirais qu'on n'a pas tout présenté, hein. Le programme est beaucoup plus complet. Là, on a parlé de certains axes seulement. Et c'est vrai qu'on attache une importance, enfin on sait bien que le sport est très important pour nous. On pense aussi notamment aux enfants, plutôt peut-être sur les écrans. Et ça fait partie de notre programme. On veut qu'ils soient dehors, en plein air un maximum. Du coup, je ne sais pas si on a répondu à votre question ou est-ce que c'était peut-être sur un autre angle de diversité des sports ou autre, ou est-ce que la réponse vous convient? C'est bon? Bonjour. Bon, ben, ça fonctionne. Oui, à propos de la zone au sud de la place de la Gare, actuellement derrière des palissades, est-ce que vous avez des informations et des idées sur son aménagement? Alors, si je vois bien, je pense que c'est un espace qui appartient à la RATP, non? Non, c'est la vieille maison qui a... Ah, la vieille maison, la Pointe-Taurier. Voilà, la Pointe-Taurier, voilà. Sur la Pointe-Taurier, il y a des projets qui sont en cours, la maison a été démolie et il y a des projets qui vont être portés par la municipalité qui sera en place à ce moment-là. Donc, ça dépendra de qui sera en place. Vous vouliez savoir, avoir les précisions? On parle par exemple de déplacement des bureaux de la police municipale. La zone est assez vaste. Hein. Oui, la zone est assez vaste et le projet, a priori, c'est effectivement le déplacement de la police municipale sur cette partie. J'ai entendu parler de bowling aussi. Alors ça, c'est sur juste avant, sur le côté Joffre, là où il y a les bus qui sont un peu en transit. Dans ces immeubles-là, il est prévu, mais c'est pour ça qu'on disait, nous, ce qui est important, c'est de sonder la population et de concerter. Il y a un projet de bowling qui a été décidé par le maire sortant, et qui... Alors, je sais qu'il y a une pétition qui a été récemment lancée, je sais que ça ne convient pas à tout le monde, après, ça là-dessus, pour moi, c'est vraiment le genre de situation sur lesquelles il faut concerter la population. Pour moi, ça fait vraiment partie des choses qui impactent en fait notre vie, notre quotidien. Ça peut être très sympa parce qu'il y a besoin de faire des choses pour les jeunes, mais il y a aussi des côtés négatifs et qu'il faut anticiper. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et qui doit se faire en concertation avec la population. Mais il y a un projet de bowling effectivement qui est en cours. Pire dans l'intérêt de tout le monde. Et la question est, vous nous avez expliqué que effectivement, vous étiez la première à vous désolidariser d'une certaine façon de s'enfermer dans une tour et oublier les engagements en ce qui concerne le mandat qu'on vous a confié. Vous étiez la première, mais est-ce que ce ne serait pas aussi à vous d'être la première d'engager une politique de la main tendue aux autres listes? Il y a des méthodes, ça ne se décrète pas comme ça en l'air. Par exemple, une analyse de la compatibilité et des discussions en fonction autour des différentes compatibilités avec d'autres listes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, moi je ne suis pas quelqu'un de fermé mais de totalement ouvert. Et pour moi, à partir du moment où on part sur des valeurs d'intégrité, de pouvoir partager nos idées et d'avoir un socle commun, j'ai pas de difficulté particulière. Ce qu'il faut voir, c'est que ça ne dépend pas que de moi. Donc moi je fais avec la situation que j'ai aujourd'hui.
Bonjour. Juste une petite question sur les commerçants. Depuis la mise en place des parkings payants, notamment dans le centre-ville, les commerces ont permis pas mal de clientèle venant des villes aux alentours. Vous parlez de mettre les zones vertes pour les Regina-Burger, mais qu'est-ce que vous pensez faire pour réattirer, notamment sur les commerces de centre-ville, sur les marchés, que les villes environnantes reviennent à Bourg-la-Reine? Alors je suis très sensibilisée sur ce point, puisque moi, dans mon entourage, des gens de Bagneux, de Laï, venaient faire leurs courses à Bourg-la-Reine et ne viennent plus. Donc moi, je suis dépitée. Il y a vraiment quelque chose à faire sur le stationnement. À mon sens, il faut déjà peut-être réfléchir à faire un stationnement qui soit gratuit entre midi et 2 pour permettre déjà de faire... permettre aux gens de venir déjeuner, enfin voilà. Mais tout ça, en fait, pour moi, il faut pouvoir échanger et discuter sur ce point pour finaliser un petit peu ce projet-là. Mais il faut absolument refaire venir les gens. Et nous, on est plutôt, vous l'avez compris, sur un stationnement résidentiel gratuit, mais aussi, on est pour récupérer la main sur notre stationnement et pour ne pas avoir un stationnement qui soit justement à 5 minutes dépassées où on a une contravention. Parce que du coup, on écœure les gens et ils ne reviennent plus. Et j'ai vraiment des exemples comme ça, de proches. J'ai mon beau-père qui vient de Laï et qui est tellement stressé par le stationnement à Bourg-la-Reine qu'il ne vient plus faire ses achats à Bourg-la-Reine. Et ça, c'est inacceptable et ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on récupère la main et qu'on ait des directives qui soient un peu plus souples sur le stationnement. Il ne faut pas qu'on empêche les gens de venir sur notre ville, au contraire. Et il faut savoir qu'on a un projet et sur lequel je me suis opposée. Là, on a la place Condorcet qui est en train d'être faite, mais le projet suivant, après les élections, il y aura une deuxième partie de travaux qui sera sur Carnot. Et là, le maire sortant, en fait, voulait empêcher les véhicules en provenance des quartiers du côté Laï, voulait faire un sens unique et les empêcher de venir au centre-ville. Et moi, je leur ai dit, mais arrêtez, vous êtes en train de créer un périphérique autour de la ville, les gens ne pourront plus accéder au commerce, et c'est pas bon pour notre ville. Il faut permettre la circulation. Et je me suis opposée sur ce projet-là. Il y avait notamment le bus 192 qui passait, qui arrivait sur le centre-ville, qui a été détourné. Les gens, et notamment les personnes âgées des résidences, ont fait une pétition. Le maire, suite à notre opposition sur ce thème également, est en train de changer d'avis. Mais je me dis, mais pourquoi on ne le fait pas avant? Pourquoi on ne se concerte pas? Pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution ensemble et à discuter? Et donc on en arrive où on tricote et on détricote. On fait et on refait. Et ça, c'est pas normal. Et il faut qu'on puisse, à mon sens, accéder au centre-ville. On a une ville, on n'aura jamais du piéton, on n'aura jamais quelque chose comme à Sceaux. On est traversé de part et d'autre par la RD 920, donc on aura toujours une circulation. Donc il ne faut pas empêcher les gens de venir, il faut essayer de fluidifier et apaiser la circulation et permettre aux gens de stationner et de consommer sur Bourg-la-Reine. Pour revenir au niveau des commerçants, avec Cécile, on est passé chez pas mal de commerçants et c'est vrai que leur solution au niveau du stationnement diffère. En fait, il y en a qui disent qu'il faut laisser payant en fait, le stationnement parce que sinon tout le monde ne pourra pas venir consommer sur Bourg-la-Reine. D'autres sont favorables au stationnement gratuit de midi à 14h. D'autres voudraient qu'on rallonge à plus de 2 heures, vers 2h30, 3h en fait, le stationnement payant, etc. Donc je pense qu'en fait là il y a besoin d'une concertation auprès d'un peu tout le monde au niveau des commerçants pour voir leur point de vue. Parce que là pour l'instant on ne dégage pas une vraie solution. François D'Andrea, bonjour. Ancien président des commerçants. Cette solution, il y a longtemps qu'elle est apparue. Le problème, il est surtout que si on fait la gratuité, c'est les employés du commerce qui viennent et qui stationnent eux-mêmes sur les emplacements. Et c'est là où est le gros problème insolutionnable. Alors, pas tellement, parce que les employés, par exemple, il y a des salons de coiffure, les
le personnel qui gagne déjà des salaires pas énormes payent leur place et vont se garer très loin quand même, notamment les jours de marché. Donc la gratuité ne change pas, ce qui ne va pas changer la donne. On va faire la même politique, mais en rendant le stationnement gratuit pour les régionapurgiens. Donc ça ne change rien. Il faut savoir que pour les salariés, notamment des commerçants, ils sont de l'extérieur, souvent ils ne sont pas régionapurgiens, et donc ils payent un abonnement. Donc c'est un petit peu un contexte différent pour eux. Alors, un petit détail pour le stationnement des gens qui travaillent sur Bourg-la-Reine. Il y a quand même beaucoup d'entreprises ou beaucoup de commerces qui louent des places dans les résidences, parce qu'il y a beaucoup de places à louer, enfin un certain nombre de places à louer en tout cas. Je prends l'exemple de chez moi, 28 emplacements de parking, eh bien j'en ai le quart qui est loué à des entreprises ou à un médecin ou à des gens qui donc travaillent en permanence et procurent ainsi une place de parking gratuite et facile d'accès. À propos des places de parking, je me souviens qu'il y avait eu une initiative qui, à mon avis, marchait bien et doit toujours marcher, mais limitée à un souterrain du côté de la Poste. C'est-à-dire, les 2 premières heures ou première heure étaient gratuites. Est-ce que cette solution peut être une solution à étendre aux autres? C'est-à-dire, au début, pendant 2 heures mettons, c'est gratuit. Au-delà, ça devient payant. Oui, mais il y a déjà un parking où il y a une gratuité si on va chez les commerçants. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas très bien, les gens ne sont pas informés, et je pense qu'il y a un problème peut-être de communication là-dessus, mais effectivement, ça peut être une piste intéressante, et il faut vraiment, oui, trouver une solution, mais on a vraiment besoin de préserver nos commerces locaux, parce qu'on a beau dire, hein, moi je fais partie de ceux qui consomment dans les commerces de proximité. Moi, j'essaye vraiment de faire tous mes achats pour la Reine, même mes courses de Noël, enfin voilà, j'ai mes petites habitudes. Et si on veut préserver ça, il faut aussi avoir la bonne situation, la bonne configuration, et pas empêcher l'accès à notre centre-ville. Bonjour, j'ai une question. Par rapport aux commerçants, est-ce que vous auriez une politique plus active pour les les commerces de bouche? Parce que par exemple dans la rue piétonne, à part des opticiens, il manque un peu de quelque chose, quoi. Je sais, on n'a pas été très bon sur la politique commerciale. À mon sens, on peut faire nettement mieux. Il faut savoir qu'un maire a la possibilité de préempter les cessions de fonds de commerce ou les cessions de droit au bail. Donc quand il y a une vente ou une cession de droit au bail pour changer d'activité, la mairie peut préempter. Donc il faut l'utiliser pour justement assurer une diversification des offres. Malheureusement, ça a été loupé sur le dernier opticien. Et bon, donc effectivement, il faut faire avec. Mais il faut assurer effectivement une diversité, plus d'offres. Nous, je sais que souvent, l'idée qui remonte, ça va être un poissonnier qui puisse avoir une boutique en semaine, et voilà, parce qu'on a des commerçants sur le marché mercredi et samedi, mais le reste de la semaine, voilà, c'est plus compliqué. Et puis du coup, les gens vont consommer ailleurs, vont sur d'autres villes, donc c'est un petit peu dommage. Donc il faut qu'on arrive à faire venir ces commerces-là et à voir ce qui vous importe, vous, d'avoir sur notre ville, et ce que vous souhaitez y voir comme commerce. Bon, je vous propose du coup de passer au buffet. Derrière nous, vous verrez, tout a été fait maison par Fernande. Il y a de quoi boire aussi, il y a des softs. Donc n'hésitez pas, venez manger, boire un verre et puis discuter avec nous.